Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation spécialisée pour vos équipes, un service de surveillance des menaces ou même pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense offre toute une palette de services destinés aux petites entreprises. Si vous n'avez pas pu assister au webinaire organisé sur ce thème le 28 mai 2024, pas de panique, vous pouvez dès à présent accéder au replay en allant sur le site orangecyberdéfense.com. C'est le point d'entrée pour tout savoir et prendre les devants contre les cybermenaces. Un robot de service, c'est un robot qu'on doit utiliser dans un environnement humain. Je dois pouvoir me balader comme je veux au gré de la surface qui est autour de moi, mais en même temps en ayant finalement un robot qui va travailler en collaboration avec moi. Bonjour Jean-Marc Bollmann. Bonjour. Donc vous présidez la société Aldébaran qui est connue en France puisque c'était une création française, l'un des pionniers de la robotique, puis ensuite qui a été racheté par des Japonais et récemment racheté par le groupe United Robotics allemand, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on est redevenu européen, ce qui est quand même plus intéressant pour nous en termes d'histoire, ça nous permet d'être plutôt franco-allemand que franco-japonais. Et cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Allemagne procède beaucoup dans la partie industrielle de la robotique. Et on tire aussi pas mal de connaissances de cette partie-là pour justement travailler beaucoup plus sur l'axe robotique de service. C'est quoi la robotique de service ? Les robots que vous présentez ici à Vivatech, on a l'impression qu'ils savent faire plein de choses assez différentes. Oui, c'est exact. Alors aujourd'hui, on présente U-Link. Donc U-Link, c'est ni plus ni moins que en fait, notre nouvelle version robotisée qui est capable finalement d'avoir une capacité d'emport très supérieure à ce qu'on a pu rencontrer sur plateau. L'intérêt, c'est qu'on a la capacité d'intégrer derrière des modules. Là, en l'occurrence, on a intégré un module Click and Collect avec des partenaires. Donc ça ressemble, ne vous vexez pas, mais c'est pour juste décrire, si on n'a pas l'image, on va dire une grosse poubelle, mais une très belle poubelle, bien entendu, mais c'est un cylindre. Quoi. Alors, comment vous décrirez ça ? Si je dis ça, j'ai 186 ingénieurs qui vont me tomber dessus et qui vont peut-être pas apprécier. Comment on peut le décrire, cet engin ? En fait, sans l'image. Sans l'image, on peut considérer qu'en fait vous avez une base mobile avec ce qu'on appelle une spine, donc en fait une colonne vertébrale. Voilà, donc un gros cylindre avec un écran et un visage sympathique. Alors attention, le cylindre, lui, est un module qui vient s'intégrer directement au produit. D'accord ? Donc l'intérêt du produit proprement dit, c'est effectivement deux parties. Et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est qu'en fait on a la capacité de se dire j'ai finalement un usage spécifique dans un domaine d'application spécifique où là je vais venir intégrer toute cette partie-là. Et donc là en l'occurrence on a un locker donc en fait pour gérer du click and collect où je vais venir scanner mon code RFID donc et récupérer. C'est quoi ? C'est pas un container mais c'est comment on peut appeler ça un casier roulant. Oui, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est une box qui permet effectivement d'être fermée et d'apporter directement la matière ou le produit au consommateur. À quoi ça peut servir ? C'est utilisé dans quel cadre ? À plein de choses. On peut l'utiliser dans différentes solutions. En l'occurrence, on pourrait très bien utiliser le même modèle à l'hôpital où on va faire par exemple tous les tests sanguins le matin et donc les intégrer directement dans quelque chose qui doit être forcément intégré et puis surtout loqué. Et transmettre directement ces tests au laboratoire. Et puis alors il peut se transformer en robot de service pour des plateaux dans un restaurant, un hôtel, etc. Donc là en l'occurrence c'est plateau, donc c'est l'origine en fait du développement de la robotique de service. Plateau c'est son nom, PLATO. Plateau c'est son nom. Plateau il peut servir à quoi ? Alors là, en l'occurrence, c'était précisément pour répondre à une tension rencontrée dans ce qu'on appelle l'hospitality. Donc les hôtels, les restaurants, où le travail qui consiste finalement à transmettre des repas ou ramener des repas justement en cuisine, ou des plateaux vides quand il s'agit d'hôtels, ça permet tout simplement de limiter en fait ces allers et retours et donc une pénibilité qui est quand même liée à ce travail-là et concentrer en fait l'individu
sur sa tâche principale qui consiste à être vraiment au contact de son client. Il peut se déplacer entièrement seul ? Oui. Oui, la particularité de l'ensemble de ces robots en matière de déplacement, c'est qu'ils sont tous équipés de lidar 3D en ce qui concerne Ulink aussi, de telle manière à répondre déjà à toute la réglementation safety, toute la réglementation RGPD, etc. Donc on est vraiment en phase avec les réglementations européennes. Et par la même occasion, ça permet finalement un robot de service, c'est un robot qu'on doit utiliser dans un environnement humain. Et donc l'environnement humain, là en l'occurrence, c'est je dois pouvoir me balader comme je veux, à mon gré, au gré de la surface qui est autour de moi, mais en même temps en ayant finalement un robot qui va travailler en collaboration avec moi. Mais il a besoin de savoir comment se déplacer, de connaître déjà le chemin, etc. Alors, il y a effectivement la capacité d'éditer une cartographie. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. D'ailleurs, là, on peut voir, il est en train de dessiner justement la cartographie. Donc, on peut très clairement lui indiquer quels sont les endroits où on va vouloir le voir passer, le voir récupérer, récolter de la matière, par exemple, dans quelque configuration que ce soit, ou dans un autre domaine où on va utiliser une fonction qu'on appelle la fonction Follow Me, où je vais simplement demander au robot de me suivre et il va continuer sa course avec moi, tout en me suivant. C'est utilisé déjà dans des établissements ? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs établissements qui, en ce qui concerne Plateau, il y a plusieurs établissements qui aujourd'hui l'utilisent, que ce soit y compris d'ailleurs dans certains EHPAD, dans la partie hôtellerie évidemment, et les grosses restaurations. Il y a évidemment un engouement qui est important parce que, encore une fois, ça permet de décharger une grosse partie d'un travail qui est plus chronophage qu'apporter une réelle valeur ajoutée dans le travail qui est effectué aujourd'hui. Combien ça coûte un robot comme ça, Jean-Marc Bollmann ? Bon, grosso modo, on va aller entre 18 000 et 20 000 euros à peu près. Je vous donne une grosse fourchette. Mais il y a un élément qui est important à retenir, c'est que vous avez à la fois la possibilité d'investir et donc de l'acheter, mais aussi la capacité de le louer. Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle technologie, au même titre qu'un copieur, qu'une imprimante, la plupart du temps, les entreprises les louent et ne les achètent pas. Et une des raisons principales, c'est que derrière, il y a tout un service et un écosystème qui se crée en termes de services et de support, de main-d'œuvre, de maintenance et de training qui est nécessaire dans certains cas. Et donc, ce qui me paraît assez intéressant, c'est de comprendre comment on peut réintégrer vraiment ce type de robot dans le monde d'aujourd'hui en matière de travail et d'implication du travail. Ouais. Est-ce que ce sont des machines qui n'auraient pas pu exister il y a quelques années parce que l'intelligence artificielle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, ou bien ça existe depuis longtemps en fait ? Alors, la robotique existe depuis pas mal d'années quand même. Alors, on a beaucoup plus eu en face de nous une robotique industrielle ou une cobotique dont on a en fait un exemple juste derrière qu'on appelle le palettiseur, donc qui permet en fait de charger une palette. Pendant ce temps-là, en fait, les techniciens peuvent faire autre chose, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la robotique de service, ce qui est assez nouveau, c'est la capacité justement de travailler dans un environnement humain en toute sécurité. Et ça, c'est l'élément déterminant. C'est-à-dire que la technologie actuelle nous permet justement de faire évoluer ce robot aussi bien dans un hôpital, dans un restaurant, dans un hôtel, dans un aéroport où on teste actuellement plusieurs modèles. On peut parler vraiment de démocratisation de la robotique ? Alors j'aimerais bien qu'on en arrive là. Aujourd'hui, c'est toute la problématique de l'adoption de la technologie dans le monde dans lequel on se trouve. En réalité, la technologie va plus vite que notre adaptation. Mais bon, l'homme s'est adapté depuis à peu près 100 millions d'années, donc il continuera de le faire. La réalité aujourd'hui, c'est comment trouver le bon niveau d'adaptation de telle manière à faire en sorte que l'individu puisse s'approprier le produit et par la même occasion évolue au sein du travail qu'il a choisi de faire. Donc toujours garder le sens de ce qu'on fait tout en supportant l'humain dans son travail et pas en le replaçant. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, mais on voit que dans certains commerces, restaurants, cafés, des restaurateurs commencent face au problème de manque de personnel, envisagent aujourd'hui de s'équiper de ce type de machine. Oui. Alors peut-être qu'il y a aussi un travail à faire en ce qui concerne la réappropriation d'un métier. C'est-à-dire que si on se pose réellement la question de savoir pourquoi je décide de servir en restaurant, pourquoi je décide finalement l'hôtellerie ou l'hospitality
dans son ensemble, c'est précisément parce que je cherche le contact humain. C'est précisément parce que j'ai envie de servir, j'ai envie d'avoir cette espèce de contact qui m'importe en tant que dans mon métier de restauration. C'est des métiers qui manquent d'attractivité aujourd'hui. Mais donc cette activité-là, pour qu'elle devienne un peu plus attractive, peut-être qu'il faut se poser la question autrement et se dire, peut-être que justement en utilisant ce type de robot, de telle manière à éradiquer une partie, je dirais, de la pénibilité de ce métier, on se reconcentrera évidemment sur l'essence même de ce métier-là, donc le contact client, etc. Peut-être que le service, à ce moment-là, sera aussi différent. Et donc il faut se réapproprier finalement ce métier-là, le réapprendre, et le travailler d'une autre manière avec justement l'usage de la robotique de service. Juste 2 petites questions pratiques. Quelle charge ça peut transporter et quelle est l'autonomie électrique quand il se met à travailler? Donc là, en l'occurrence, on est sur 30 kg. Donc ça peut, donc sur la plupart. Là, on peut lui mettre par exemple plusieurs plateaux, repas. Oui, et puis on pourrait l'équiper aussi avec plusieurs types de plateaux. Ainsi que ce qu'on appelle le busing tub tout en bas, qui permet aussi de récupérer des déchets, par exemple. Ouais. Et en ce qui concerne celui-ci, on est à 60 kg. Ok, ah oui, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une autonomie de 14 heures à peu près. 14 heures. En sachant que les petites modifications qu'on a, on a vraiment... on a gardé le form factor parce que c'est important pour nous, notamment en termes d'interface et d'interface UX, donc utilisateur. Ce qui nous paraissait intéressant, c'est de garder à peu près le même modèle. Au niveau de la forme, c'est un élément qui est aussi déterminant, c'est-à-dire qu'on finit finalement par s'habituer. Le taux d'adoption, il est aussi lié au fait que l'objet devient un objet commun, au même titre que votre smartphone. Donc ça, c'est un élément plutôt psychologique, mais très important quand même. Bien sûr. Et en ce qui concerne celui-ci, on a évidemment donc, un système de charge par induction, donc on voit qui est situé là, et qui permet finalement de lui laisser le temps d'aller se charger, effectivement, à partir du moment où la batterie a atteint un certain degré de décharge. Merci Jean-Marc Bollmann, directeur Merci, Jérôme. général de Aldébaran.